Le silence après que Damian eut parlé fut pire que n'importe quel cri. « Reste avec les médecins, Tori. Je ne vais pas perdre Sienna pour une autre de tes fausses alertes. » Dans la salle d'urgence numéro 7, les lumières fluorescentes crues blanchissaient le visage de Victoria Ellison. Une infirmière pressait une compresse imbibée de sang contre le drap entre ses jambes. Damian Crowe avait déjà enfilé son par-dessus. Son téléphone vibrait dans sa main comme un être vivant. À l'autre bout du fil, la voix de Sienna Val se brisait dans une panique parfaitement calculée, le suppliant de venir à l'hôtel avant qu'elle ne commette l'irréparable. La doctoresse Elena Brox tenta de l'arrêter. Elle lui expliqua que sa femme présentait des signes évidents de décollement prématuré du placenta, que le bébé pouvait entrer en détresse d'une seconde à l'autre. Damian ne la laissa pas finir. Il écarta les doigts de Tori de sa manche, laissa son alliance en platine teintée contre la barrière métallique du lit et sortit sans se retourner. Personne dans la pièce ne savait quoi dire. Tori non plus. Elle fixa simplement la porte fermée et comprit avec une clarté soudaine et absolue que son mariage s'était brisé avant même que son propre corps ne le fasse. Elle avait 29 ans, était enceinte de 31 semaines et avait passé la dernière heure à essayer de convaincre tout le monde que la douleur n'était pas si terrible. Elle était arrivée à l'hôpital du centre-ville de Chicago pliée en deux, Damian à ses côtés. Dès l'instant où ils avaient franchi les portes coulissantes, il avait consulté sa montre comme s'il s'agissait d'une réunion importune à laquelle il devait échapper. Lorsque le moniteur fœtal émit un signal d'alerte strident, Tori attrapa son téléphone. Elle appela une fois. Damian rejeta l'appel. Elle rappela. La sonnerie dura plus longtemps, comme s'il hésitait. À la troisième tentative, quelqu'un décrocha sans parler. Elle entendit la musique d'ambiance d'un hall d'hôtel chic, la respiration mesurée d'une femme, et la voix de Sienna murmurant qu'elle ne devait pas gâcher leur soirée. Puis l'appel fut coupé. Ce fut le moment où Tori cessa de supplier. 6 ans plus tôt, Victoria Ellison avait quitté une immense propriété de Lake Forest. Armée d'une seule valise et d'une conviction qui lui semblait alors inébranlable, l'amour pouvait bâtir une vie plus propre que le pouvoir ne le ferait jamais. Elle était la fille unique d'Arthur Ellison, fondateur d'un empire de la santé s'étendant à la banque privée, aux laboratoires pharmaceutiques et aux assurances haut de gamme. Son père avait tenté de la mettre en garde. Damian Crowe, alors promoteur immobilier au bord de la faillite, posait trop de questions sur sa famille et précipitait les choses. Tori refusa d'écouter. Pour prouver qu'elle n'était pas une monnaie d'échange, elle se retira de la fondation familiale, épousa Damian lors d'une cérémonie intime à Savannah en l'absence de presque tous les Ellison, et prit son nom de famille sur tous les documents officiels. Arthur assista à la cérémonie, mais resta en retrait. Avant de partir, il remit à Gabriel Shaw, son avocat de confiance, une carte de visite destinée à sa fille. Au verso, il avait écrit une seule phrase, « Quand tu voudras revenir, tu n'auras pas besoin d'expliquer pourquoi ». Tori garda cette carte pendant 6 ans sans jamais l'utiliser. Sienna Val arriva chez Crowe Holdings 4 ans plus tard, embauchée pour moderniser l'image de l'entreprise. Elle était vive, élégante et chirurgicalement douée pour repérer l'insécurité derrière l'arrogance. Elle n'attaqua jamais Tori de front. D'abord, elle la félicita de rester à l'écart des projecteurs. Plus tard, elle suggéra dans un rire discret qu'une épouse effacée était parfaite pour un homme destiné à fréquenter des femmes bien plus ambitieuses. Damian balaya ses remarques d'un rire, mais il commença à rentrer plus tard, à cacher son téléphone, à annuler des dîners sous des prétextes qui tenaient à peine debout. Quand Tori découvrit qu'elle était enceinte, elle crut que la nouvelle comblerait la distance entre eux. Pendant quelques semaines, Damian l'embrassa de nouveau sur le front et parla de la chambre du bébé. Puis il commença à voyager avec Sienna, la défendant avec une énergie qu'il n'avait jamais déployée pour protéger sa femme, et s'irritant chaque fois que Tori posait des questions. Elle vit des photographies, des reçus, des messages à demi effacés. Elle choisit de ne pas assembler les pièces du puzzle. Admettre la vérité aurait signifié admettre qu'elle avait rompu ses liens avec son père, cacher l'aide financière qu'elle avait apportée à Damian, et passer des années à défendre un homme qui n'avait peut-être jamais aimé son sacrifice, mais seulement le confort qu'il lui procurait. L'après-midi de l'urgence, Damian avait promis de l'emmener à un contrôle de routine. Tori ressentait une pression dans l'abdomen depuis des jours, accompagnée d'un sombre pressentiment qu'elle n'osait pas nommer. Dans la voiture, et répondit à 2 SMS de Sienna et sourit d'une manière qu'il ne réservait plus à sa femme. Avant qu'il n'atteigne la clinique, une douleur aiguë la transperça et une sensation de chaleur se répandit entre ses jambes. Damian pila près de l'entrée des urgences.
Mais alors même qu'on l'a transporté d'urgence en salle de déchocage, il ne lâcha jamais son téléphone. Lorsque la doctoresse Brox dit qu'il devait la garder en observation immédiate, il demande combien de temps cela prendrait parce qu'il avait une réunion importante. Puis survint l'appel de Sienna. Elle avait réservé une suite dans un hôtel de luxe voisin. Lorsqu'elle apprit que Damian était avec sa femme, elle simula une crise de panique. Elle prétendit avoir pris des pilules, ne plus pouvoir respirer, et menaça de rendre leur liaison publique s'il ne venait pas. Damian choisit de croire la menace qui l'arrangeait le mieux. À présent, la doctoresse Brox approcha une chaise du lit et lui parla avec une franchise qui ne laissait aucune place aux mensonges adoucis. Le bébé était toujours en vie, mais son rythme cardiaque était anormal. Il pouvait tenter de stabiliser la grossesse, bien qu'une césarienne d'urgence puisse s'avérer nécessaire d'un instant à l'autre. Tori devait éviter tout stress émotionnel et signer des formulaires de consentement pour plusieurs interventions. Le mot « consentement » figea ses mains. Tout au long de son mariage, elle avait signé des documents pour faciliter la vie de Damian, garantie, cession temporaire, procuration limitée, autorisation de transférer des capitaux communs. Ce soir-là, pour la première fois, signer pouvait être un moyen de se soustraire à son emprise. Elle demanda si elle avait le droit d'exiger un transfert. La doctoresse Brox fronça les sourcils et déclara que d'un point de vue médical, un déplacement présentait des risques majeurs, à moins que la destination ne dispose d'une unité fœto-maternelle de pointe et d'une équipe prête à intervenir. Tori ouvrit son portefeuille d'un geste tremblant. Entre une photo de sa première échographie et une carte bancaire haut de gamme qu'elle utilisait à peine, elle trouva la vieille carte de visite de Gabriel Shaw. Elle avait passé 6 ans à refuser de composer ce numéro. Gabriel répondit dès la première sonnerie. Il ne lui demanda pas pourquoi elle appelait si tard ni pourquoi sa voix semblait sur le point de se briser. Il prononça simplement son nom avec un calme qui poussa Tori à fermer les yeux. Il lui fallut plusieurs secondes pour trouver ces mots « Je suis aux urgences ». Damian est parti. Le bébé est en danger. Je veux rentrer à la maison. À l'autre bout du fil, il y eut un court silence, non pas de surprise, mais de profonde retenue. Gabriel lui dit de ne pas bouger, qu'une équipe médicale du réseau Ellison contacterait la doctoresse Brox et qu'il allait prévenir Arthur. Tori ressentit une vague de peur à l'évocation du nom de son père. Elle demanda s'il était en colère, s'il accepterait seulement de la recevoir après tant d'années de distance. Gabriel répondit qu'Arthur n'avait jamais fermé la porte, même s'il avait respecté sa décision de ne pas la franchir. Cette phrase transperça l'armure que Tori portait depuis bien trop longtemps. Elle ne pleura pas pour Damian. Elle pleura parce qu'elle réalisa qu'elle avait confondu l'indépendance avec l'isolement, et la fierté avec la loyauté. Elle avait défendu un mari qui l'abandonnait tout en évitant un père qui l'avait attendu sans jamais exiger d'excuses. La doctoresse Brox s'entretint au téléphone avec un spécialiste de l'Ellison Medical Center of the North Shore, un établissement privé réputé pour son unité néonatale située à 40 minutes de la ville. Au début, le médecin hésita. La tension artérielle de Tori était instable et tout transfert devait s'effectuer dans une ambulance de réanimation avancée. 10 minutes plus tard, elle reçut la confirmation, une équipe était déjà mobilisée, un bloc opératoire préparé et un hélicoptère médicalisé en attente au cas où l'autoroute serait bloquée. Cette efficacité ne révélait pas seulement de l'argent. Elle révélait une prévoyance absolue. La doctoresse Brox regarda Tori différemment et lui demanda si elle appartenait à la famille Ellison. Tori répondit que oui, bien qu'elle n'ait pas utilisé ce nom depuis des années. La doctoresse ne posa pas d'autres questions. Elle lui expliqua qu'en tant que patiente consciente, elle pouvait autoriser le transfert et restreindre l'accès à son dossier médical en vertu des lois de confidentialité, sous réserve que les risques soient documentés. Tori demanda qu'aucune information ne soit communiquée à Damian Crowe sans son consentement exprès. Elle demanda également que le registre interne de l'hôpital l'identifie sous le nom de Victoria Isabel Ellison. Prononcer son nom de jeune fille complet lui fit un effet étrange. Comme si elle se réappropriait une partie d'elle-même qu'elle avait laissée enfermée dans la maison de son père. Pendant qu'il préparait les papiers, l'infirmière Leia Grant trouva l'alliance de Tori dans les draps. Elle la lui remit, pensant qu'elle avait glissé par accident. Tori la tint au creux de sa paume. C'était un simple anneau de platine que Damian avait glissé à son doigt lors de cette petite cérémonie à Savannah, à l'époque où il parlait encore de construire une famille différente de celle qu'ils avaient connue. Pendant des années, cette bague avait représenté une promesse. Aujourd'hui, elle pesait comme une pièce à conviction.
Tori demanda s'il pouvait la laisser dans une enveloppe avec une copie de la demande de transfert. La doctoresse Brox la prévint que Damian pourrait y voir une décision définitive. Tori répondit que si un homme avait besoin d'un bijou pour comprendre qu'il avait abandonné sa femme lors d'une urgence obstétricale, alors le mariage était déjà fini bien avant qu'elle ne retire sa bague. Il n'y avait aucune colère dans sa voix. Cette absence de colère était plus troublante que n'importe quelle scène dramatique. L'infirmière Leia plaça la bague dans une enveloppe transparente, nota l'heure et la laissa sur la table de chevet. Tori observa ce geste avec une sérénité nouvelle, même si chaque contraction lui rappelait qu'elle pouvait encore tout perdre. À l'hôtel, Damian trouva Sienna assise devant un miroir, son maquillage impeccable et une coupe de champagne à la main. Il n'y avait ni pilule, ni ambulance, ni aucun signe de crise. Lorsqu'il exigea des explications, elle le serra dans ses bras et dit qu'elle avait besoin de voir s'il la choisirait vraiment. Damian s'écarta, mais il ne retourna pas immédiatement à l'hôpital. La vanité d'avoir été choisi par une femme admirée dans son entreprise apaisa sa culpabilité pendant quelques minutes. Sienna l'assura que Tori exagérait, que les femmes enceintes avaient toujours des saignements et des frayeurs, et qu'un hôpital privé ne laisserait jamais rien de grave se produire. Puis elle fit glisser le téléphone de Damian sur la table et bloqua le numéro de Tori. Il le vit et ne fit rien pour l'en arrêter. Cette omission allait devenir l'un des souvenirs qu'il ne pourrait jamais justifier par la suite. À 23 heures, alors que Sienna parlait de futurs voyages, Damian finit par regarder ses appels manqués. Il y en avait 3 de Tori et 1 de l'hôpital. Il ressentit un sursaut d'angoisse, mais se dit que si la situation était réellement critique, on aurait continué à l'appeler. Il ne réalisait pas que plus personne n'avait besoin de le localiser. L'ambulance de transport arriva peu avant minuit. 2 médecins, une sage-femme spécialisée et un technicien entrèrent avec une couveuse portable, des médicaments et un moniteur de pointe. La doctoresse Brox vérifia chaque détail avant de les autoriser à déplacer Tori. Gabrielle Shaw apparut derrière l'équipe médicale, son costume froissé et le visage plus fatigué qu'elle ne s'en souvenait. Il ne s'avança pas pour la serrer dans ses bras avant qu'elle ne lui tende la main. Puis il se pencha près du brancard et lui dit qu'Arthur l'attendait à l'hôpital d'arrivée. Tori demanda si son père savait que Damian était parti pour une autre femme. Gabrielle répondit qu'il savait l'essentiel, mais n'avait pas demandé d'explication. Il a seulement demandé si toi et le bébé étiez en vie. Tori détourna le visage pour que personne ne voie ses lèvres trembler avant le départ. Elle signa la demande de transfert, la restriction d'accès à ses dossiers médicaux et une procuration pour que Gabrielle protège ses intérêts juridiques pendant son hospitalisation. Chaque signature ressemblait à une porte que l'on fermait. Pourtant, pour la première fois, fermer une porte ne lui donnait pas l'impression d'être prise au piège. Cela la faisait se sentir en sécurité. À l'Ellison Medical Center of the North Shore, Arthur attendait près des portes de l'unité fœto-maternelle. Il portait un pardessus sombre sur des vêtements décontractés et tenait la photo de Tori qu'il conservait depuis le jour de son mariage. Lorsque le brancard apparut, il fit un pas vers elle puis s'arrêta, craignant d'envahir un espace que sa fille lui avait refusé pendant des années. Tori le regarda. Son père paraissait plus vieux, ses cheveux entièrement argentés, portant une inquiétude qu'un grand pouvoir ne pouvait dissimuler. D'une voix à peine audible, elle dit « Papa ». Arthur s'approcha, lui prit la main et embrassa ses doigts. Il ne mentionna pas Damian. Il ne demanda pas pourquoi elle avait mis si longtemps, ni ne prononça le moindre mot de triomphe. Il dit seulement qu'elle était là maintenant. Ces quelques mots brisèrent ce qui restait de la résistance de Tori. Alors que les médecins la dirigeaient vers le bloc opératoire, elle demanda à son père de ne pas divulguer sa localisation à Damian. Arthur hocha la tête, précisant qu'il n'utiliserait pas son influence pour se venger, mais pour garantir que personne ne prendrait plus jamais de décision concernant sa sécurité ou celle de son bébé sans son consentement. À 2h01 du matin, Damian Crowe revint à l'hôpital d'origine, le visage préparé pour une confrontation. Il s'attendait à trouver Tori en larmes, peut-être furieuse, mais toujours disponible, attendant des explications. Il s'était déjà répété ses arguments dans la voiture. La salle d'urgence numéro 7 était vide. Les draps avaient été changés. Les moniteurs étaient éteints. Son petit sac de vêtements était toujours posé sur une chaise. Sur la table de chevet reposait une enveloppe en plastique transparent contenant son alliance en platine et une copie de la demande de transfert. Damian lut le document à 2 reprises. La patiente avait été déplacée de sa propre initiative sous surveillance spécialisée.
La case de l'établissement d'accueil était masquée pour des raisons de confidentialité. Il retrouva la doctoresse Helena Brox et exigea de savoir où se trouvait sa femme. La doctoresse lui dit calmement et sans s'excuser que Victoria Ellison avait révoqué toute autorisation de lui communiquer des informations. Damian éleva la voix, insistant sur le fait qu'il était le mari et le père de l'enfant. La doctoresse Brox le regarda comme elle aurait regardé un homme venant d'échouer à un test d'aptitude élémentaire. « Être un mari n'annule pas les droits d'une patiente consciente, dit-elle. Et être un père n'est pas la même chose que d'exiger des réponses après avoir ignoré 3 appels d'urgence. » Il n'eut aucune réponse qui ne parut pathétique, même à ses propres oreilles. Dans la salle d'opération à l'autre bout de la ville, l'équipe médicale de l'Ellison Medical Center parvint à ralentir l'hémorragie, mais avertit que les heures suivantes décideraient de tout. Tori resta consciente pendant qu'on la préparait à une éventuelle césarienne d'urgence. Arthur attendait derrière la vitre, Gabriel Shaw à ses côtés. L'avocat lui remit des copies des restrictions de confidentialité signées et lui expliqua que Tori avait également demandé à entamer une procédure de séparation dès que son état le permettrait. Arthur ferma les yeux un instant. Il aurait pu utiliser cette nouvelle pour confirmer toutes les mises en garde qu'il avait autrefois adressées à sa fille. Il ne le fit pas. Il demanda seulement ce dont elle avait besoin pour être pleinement protégée. Gabriel répondit qu'au-delà de la confidentialité médicale, il devait passer en revue toutes les garanties financières liées à Crow Holdings. Tout conflit conjugal risquait de mettre en danger des actifs appartenant à Tori. Arthur ordonna un audit complet, discret, approfondi et sans apparence de vengeance. Il voulait des faits, pas des impulsions. Sans le savoir, Damian venait de mettre le feu aux fondations de la vie qu'il pensait contrôler. Peu avant l'aube, Tori ouvrit les yeux dans une chambre de soins intensifs obstétricaux. Le bébé était toujours en elle, fragile mais vivant. La doctoresse Brox, qui était restée en ligne pendant une partie du transfert, lui dit que les prochaines 24 heures seraient critiques. Tori demanda à voir son père. Arthur entra seul, sans sécurité ni assistance, et s'assit près du lit. Elle tenta de s'excuser pour ses années de silence. Il lui dit de ménager ses forces. Tori confessa qu'au fond d'elle-même, elle savait que Damian la trompait. Elle avait préféré douter d'elle-même plutôt que d'admettre que son père avait raison. Arthur répondit qu'il n'avait pas besoin d'avoir raison, il avait besoin de sa fille vivante. Puis il posa la vieille carte de visite de Gabriel sur la table, celle qu'elle avait conservée pendant 6 ans. « Tu n'es pas revenu parce que tu as perdu, dit-il. Tu es revenu parce que tu as enfin décidé de te sauver. » Tori ferma les yeux et posa une main sur son ventre. Pour la première fois depuis que la douleur avait commencé, elle ne se sentait pas abandonnée. À cette amère heure, Damian était assis dans sa voiture devant l'hôpital vide, l'alliance de Tori serrée dans son poing. Sienna continuait de lui envoyer des messages pour lui demander quand il reviendrait à l'hôtel. Et ne répondit pas. Une notification bancaire apparut sur son écran, une transaction d'entreprise majeure avait été gelée dans l'attente d'un examen des garanties. Quelques secondes plus tard, un email du conseil d'administration le convoquait à une réunion d'urgence. Damian se dit que ces 2 événements étaient des coïncidences et regarda à nouveau la demande de transfert. Sous la signature de Tori figurait une contre-signature, Gabriel Shaw agissant en tant que son représentant légal. Il reconnut le nom. Des années plus tôt, ce même avocat avait discrètement géré la ligne de crédit massive qui avait sauvé son premier grand projet immobilier. Un froid d'une autre nature lui serra l'estomac. La femme qu'il avait laissée saignante dans une salle d'urgence n'avait pas simplement changé d'hôpital. Elle venait de remettre le pied dans un monde qu'il n'avait jamais pris la peine de comprendre. Damian ne rentra pas chez lui ce matin-là. Il resta dans sa voiture jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse et que la circulation reprenne sur l'avenue. Toutes les quelques minutes, il regardait l'anneau de platine comme si ce cercle de métal pouvait d'une manière ou d'une autre le mener à elle. Il appela l'accueil de l'hôpital, menaça l'administration, tenta de joindre tous les contacts politiques qui lui avaient un jour ouvert des portes. Personne ne bougea. La doctoresse Brox avait laissé des instructions précises, la patiente avait retiré son consentement, et toute tentative d'accès à ces informations serait consignée dans les registres. Il ne parvenait pas à comprendre comment une femme qui avait enduré ces silences pendant des années avait pu disparaître avec une efficacité aussi impitoyable en moins d'1 heure. Son orgueil cherchait une explication plus douce, elle le punissait, elle avait organisé ce transfert pour lui faire peur, elle reviendrait dès qu'il s'excuserait. Sous ces excuses, une certitude plus sombre commençait à grandir, peut-être avait-elle cessé de l'attendre pour de bon.
À 7 heures du matin, Sienna appela de nouveau. Cette fois, il n'y avait pas de larmes. Elle parla avec agacement, exigeant de savoir pourquoi il l'avait laissée seule après avoir choisi de venir à l'hôtel. Damian lui dit que Tori avait disparu et que l'hôpital refusait de dire où elle se trouvait. Sienna resta silencieuse moins d'une seconde avant de retrouver son ton calculé. Elle l'assura que cette disparition prouvait seulement à quel point sa femme était manipulatrice, capable d'utiliser même une grossesse pour le faire passer pour le coupable. Une femme réellement dans un état critique n'aurait jamais eu la force d'organiser des avocats, des ambulances et des restrictions de confidentialité. Damian voulait la croire, car l'alternative était d'admettre qu'il avait abandonné sa femme lors d'un moment de vie ou de mort. Sienna ajouta qu'il ne devait pas s'humilier à chercher. Tori n'avait pas d'amis proches, parlait à peine à sa famille et dépendait de lui sur le plan émotionnel. Tôt ou tard, elle reviendrait. En l'écoutant, Damian se souvint du nom de Gabriel Shaw sur le document de transfert. Il ne le mentionna pas à Sienna. Pour la première fois, une partie de lui soupçonna qu'elle passait à côté de quelque chose de gigantesque. Lorsqu'il atteignit enfin le penthouse du centre-ville qu'il partageait avec Tori, les lumières étaient éteintes et le silence semblait différent de toutes les disputes qu'ils avaient eues. Il n'y avait pas de valises ouvertes, pas de placards vidés, pas de tiroirs saccagés. Ses robes de maternité étaient toujours suspendues par couleur. Ses chaussures étaient alignées. Le flacon de vitamines prénatales était posé sur la commode exactement là où elle le laissait chaque matin. Dans la chambre du bébé inachevé, un papier peint aux motifs étoilés recouvrait un mur. Damian toucha le berceau qu'ils avaient choisi ensemble et ressentit un malaise qu'il refusa de nommer « la peur ». Il inspecta son bureau à domicile, son ordinateur portable était toujours là, son passeport aussi, sa boîte à souvenirs de mariage également. Les seules choses manquantes étaient un dossier bleu qu'il n'avait jamais ouvert et un petit sac de voyage que l'équipe médicale avait probablement préparé. Au cours des heures suivantes, et appela des connaissances communes, engagea un détective privé et fit le tour des hôpitaux. Personne ne lui donna la moindre information. C'était comme si quelqu'un avait chirurgicalement retiré Tori de la carte de sa vie, sans avoir besoin d'emporter une seule de ses possessions, car tout ce qui la protégeait réellement avait toujours existé en dehors de ce penthouse. Margaret Crowe arriva juste avant midi, habillée comme si elle se rendait à un déjeuner d'affaires plutôt que de visiter une maison où manquait une femme enceinte. Elle écouta toute l'histoire sans l'interrompre. Quand Damian eut fini, elle ne demanda pas de nouvelles de l'état de son petit enfant. Elle demanda qui avait vu Tori partir, quel document elle avait signé et si la presse était au courant. Margaret avait passé des années à considérer sa belle-fille comme une présence encombrante. Elle n'aimait pas que Tori rejette les galas de la haute société, refuse de faire étalage du nom des Ellison et semble observer les ambitions des Crowe avec une distance morale tranquille qu'elle interprétait comme du dédain. Elle dit à son fils que cette disparition était une manœuvre calculée. À ses yeux, Arthur Ellison attendait le moindre faux pas pour récupérer sa fille et humilier publiquement Damian. Elle suggéra de faire fuiter discrètement l'information selon laquelle la jeune femme souffrait d'une grave instabilité émotionnelle liée à la grossesse, afin que toute accusation future puisse être balayée comme une paranoïa induite par le stress. Damian refusa d'abord. Margaret répondit qu'on ne défend pas une réputation après l'éclatement du scandale, on la défend avant. Cette phrase resta suspendue au-dessus de la table comme une menace sous le masque d'un conseil. À l'Ellison Medical Center, Tori se réveilla plusieurs fois sous l'effet de contractions légères et au rythme régulier du moniteur fœtal. Les médecins avaient réduit l'hémorragie, mais le placenta restait partiellement décollé. Toute fluctuation pouvait imposer une césarienne immédiate. Arthur restait dans le salon attenant, même si elle lui avait dit d'aller se reposer. Chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, elle trouvait une tasse de café frais et le même par-dessus sombre drapé sur la chaise, son père n'était pas parti. Gabriel entra en milieu de matinée avec un dossier et attendit l'autorisation du médecin pour une courte conversation. Tori lui demanda d'entamer les démarches de séparation légale, mais elle ne voulait pas d'une guerre médiatique ni utiliser le pouvoir de sa famille pour détruire Damian. Gabriel lui expliqua que pour la protéger, il faudrait auditer les procurations, les garanties financières, les comptes joints et chaque décision d'entreprise qui pourrait l'affecter. Elle hocha la tête. Pendant des années, elle avait signé des papiers sans poser de questions, persuadée que soutenir son mari était un acte d'amour. À présent, elle avait besoin de savoir exactement ce qu'elle avait cédé et ce qui lui appartenait encore. Gabriel posa une copie d'un contrat vieux de 6 ans sur la table. Lorsque Crowe Holdings n'avait pas pu obtenir de financement pour achever son premier grand projet,
Tori avait mis en garantie un portefeuille d'investissement hérité de sa mère. L'arrangement avait été structuré par l'intermédiaire d'une LLC gérée par Ellison Capital pour que Damian ne sache jamais que c'était Arthur qui le tirait d'affaire. Tori se souvenait de cet accord. Elle avait supplié son père de l'aider sans se révéler, parce que Damian s'effondrait sous l'idée que les grandes banques l'humiliaient. Arthur avait accepté à une condition stricte, la garantie comporterait des clauses permettant un audit complet de Crow Holdings en cas de fraude, d'utilisation personnelle de fonds d'entreprise ou de préjudice grave causé à la bénéficiaire. Tori demanda si abandonner sa femme aux urgences activait l'une de ces clauses. Gabriel répondit que la question n'était pas de punir l'infidélité, mais de vérifier si ce comportement était lié à des malversations financières, des actifs dissimulés ou des décisions qui mettaient en danger sa fortune et l'avenir du bébé. L'audit avait déjà commencé. Les avocats d'Ellison Capital avaient déjà découvert des paiements répétés de Crow Holdings en faveur d'un hôtel de luxe, de location de voitures haut de gamme, de bijoux et de vols comptabilisés comme frais de représentation d'entreprise. Les dates correspondaient aux périodes où Damian prétendait rencontrer des investisseurs hors de l'État. Plusieurs réservations étaient directement liées à l'adresse email professionnelle de Sienna Val. Ce n'était pas encore suffisant pour prouver un détournement de fonds criminels, mais c'était amplement suffisant pour justifier un audit interne et geler temporairement la ligne de crédit massive adossée aux actifs de Tori. Arthur reçut le rapport dans le couloir de l'hôpital. Son premier réflexe fut de retirer immédiatement toutes les garanties. Gabriel lui rappela qu'un geste aussi brusque et agressif détruirait des centaines d'emplois innocents et passerait pour la vengeance d'un père amer. Arthur expira et accepta de procéder strictement dans les règles. Tori surprit une partie de la conversation depuis sa chambre et demanda qu'aucun employé ordinaire ne paie le prix des choix de Damian. Même gravement affaiblie, elle pensait encore aux personnes qui risquaient d'être prises entre deux feux. Son père la regarda avec un mélange de fierté et de profonde tristesse, sachant que cette même compassion avait été utilisée trop souvent contre elle. Chez Crow Holdings, la notification bancaire arriva pendant une réunion de trésorerie. Damian lut que l'établissement suspendait temporairement plusieurs opérations dans l'attente d'un examen des garanties liées à une société d'investissement spécifique. Le directeur financier expliqua que sans cette ligne de crédit, ils auraient du mal à payer leurs fournisseurs d'ici la fin de la semaine. Damian exigea de savoir qui avait demandé cet examen. Personne n'avait de réponse. Quelques minutes plus tard, le président du conseil d'administration convoqua une séance d'urgence pour examiner les frais de représentation et les conflits d'intérêts flagrants. Damian sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il appela Gabriel Shaw. L'avocat ne répondit pas. Il composa le numéro d'Arthur Ellison et se heurta au même silence. Sienna entra dans son bureau sans frapper, agacée qu'il ne soit pas revenu à l'hôtel. Lorsqu'elle vit les documents financiers étalés sur le bureau, son expression changea. Elle demanda si cela avait un rapport avec Tori. Damian dit qu'il l'ignorait, bien qu'il commençât à comprendre que la disparition de sa femme et la pression financière soudaine n'étaient pas des événements distincts. Sienna le serra dans ses bras, mais ses yeux restèrent fixés sur les factures. Cet après-midi-là, Margaret appela un journaliste mondain avec qui elle échangeait des faveurs. Elle ne donna pas de nom, mais laissa entendre qu'une femme liée à une grande dynastie d'affaires avait subi une grave crise de nerfs pendant sa grossesse et s'était enfuie d'un hôpital contre l'avis des médecins. Elle voulait imposer un récit préventif, si Tori réapparaissait avec des accusations, elle passerait pour mentalement instable. La rumeur circula d'abord dans les cercles privés, puis parvint à plusieurs employés de Crow Holdings. Sienna l'utilisa pour renforcer sa propre position, expliquant à ses collègues que l'entreprise devait se préparer à de fausses allégations découlant d'un litige conjugal houleux. Une assistante nommée Maya Quinn écouta ses propos avec un malaise grandissant. Elle avait vu Sienna utiliser la carte de l'entreprise pour payer la suite d'hôtel la veille, et elle savait que ses réservations n'avaient rien à voir avec un quelconque client. Maya ne dit rien, mais elle téléchargea des copies de chaque reçu avant qu'il ne puisse être effacé du serveur. Elle n'agissait pas par loyauté envers Tori, qu'elle connaissait à peine, mais parce qu'elle comprenait que quelqu'un essaierait bientôt de faire d'elle une complice. Damian retourna à l'hôpital d'origine à la tombée de la nuit et exigea un autre entretien avec la doctoresse Brox. La doctoresse accepta de le recevoir dans son bureau, non par obligation, mais parce qu'elle voulait qu'il comprenne la gravité de ce qui s'était passé. Elle lui dit que Tori était arrivé avec des saignements internes, des contractions et des chutes dangereuses du rythme cardiaque fœtal. Elle lui expliqua également que le transfert s'était déroulé avec un excellent encadrement médical, mais que le danger était loin d'être écarté. Damian demanda si son bébé était toujours en vie.
La doctoresse Brox lui répondit qu'elle n'avait plus l'autorité légale de lui communiquer des informations médicales. Il frappa du poing sur le bureau et l'accusa de le traiter comme un étranger. La doctoresse conserva un calme parfait. « Vous avez décidé de devenir un étranger à la minute où vous êtes parti, dit-elle. Damien tenta de se justifier, Sienna menaçait de se faire du mal. La doctoresse Brox lui demanda pourquoi il n'avait pas appelé d'ambulance pour elle, pourquoi il n'avait pas demandé d'aide à l'hôtel, et pourquoi il avait laissé une patiente qui saignait visiblement. Il ne trouva aucune réponse qui résistât à la lumière. Pour la première fois, l'histoire qu'il se racontait à lui-même cessa d'être convaincante. Dans sa chambre d'hôpital, Tori vit un message s'afficher sur le nouveau téléphone que Gabriel lui avait donné. Son ancien appareil restait éteint et placé dans un sachet de preuves potentielles. Pendant plusieurs minutes, elle fixa le SMS de Damien, « Dis-moi juste si notre enfant est en vie. » Il ne demandait pas comment elle allait. Il ne s'excusait pas d'être parti. Tori ressentit l'ancien réflexe de répondre, cet élan qui l'avait toujours poussé à le rassurer, même lorsqu'il était à l'origine du préjudice. C'est alors que le médecin entra pour vérifier le moniteur, le rythme cardiaque du bébé avait de nouveau chuté. Pendant que l'équipe ajustait sa perfusion, Tori comprit que chaque sursaut d'émotion se payait physiquement. Elle décida de ne pas confier sa stabilité à un homme qui ne se souvenait de son enfant que lorsqu'il craignait de perdre le contrôle. Elle dit à Gabriel que toute communication future passerait exclusivement par les avocats. Puis elle effaça le brouillon du message sans l'envoyer. Ce n'était pas de la cruauté, c'était la première limite claire qu'elle posait en 6 ans de mariage. Le lendemain, les médecins confirmèrent que l'hémorragie était contenue, bien que Tori dût rester hospitalisée et prête pour une opération immédiate. La possibilité de perdre le bébé planait toujours sur la chambre. Gabriel lui apporta les documents de divorce initiaux et lui expliqua qu'elle n'avait pas besoin de tout signer en même temps. Tori lut chaque page lentement. Elle ne demandait pas de compensation démesurée ni la ruine financière de Damien. Elle réclamait une protection stricte de ses propres actifs, un audit approfondi de leurs comptes joints et des ordonnances rigoureuses interdisant à la famille Crowe de prendre la moindre décision concernant l'enfant sans l'aval d'un juge. Lorsqu'elle arriva à la section sur la garde, sa main trembla. Elle ne voulait pas effacer Damien de son rôle de père, mais elle ne pouvait prétendre que ses actes n'avaient aucun poids. Elle écrivit une note demandant des visites surveillées jusqu'à ce qu'un juge puisse évaluer ses aptitudes. Gabriel lui demanda si elle était certaine. Tori répondit que la paternité n'était pas un trophée de participation accordé pour le simple partage d'un nom de famille. Elle devait se mériter par la présence, l'attention et la vérité. Elle ne signa que la requête initiale. Le bruit du stylo sur le papier parut plus définitif que le tintement discret de son alliance contre la barrière du lit d'hôpital la veille. La réunion d'urgence du conseil d'administration débuta à 9 heures précises dans une salle de conférence vitrée offrant une vue sur la ligne d'horizon grise de Chicago. Damien prit place en bout de table, s'efforçant de projeter la même assurance de fer qu'il utilisait depuis des années pour s'imposer face aux banquiers et aux entrepreneurs. Ce matin-là, personne ne fuyait son regard par respect, on le fuyait par méfiance. Étalées sur la table d'acajou se trouvaient des copies de factures, hôtels de luxe, vols en première classe, bijoux, dîners privés, le tout imputé sur les comptes de l'entreprise. Le directeur financier expliqua que des dizaines de transactions étaient liées à des campagnes de relations publiques qui n'avaient jamais existé. Sienna était assise 2 chaises plus loin, un dossier fermé devant elle, l'expression soigneusement neutre. Interrogée sur les réservations d'hôtels, elle affirma qu'il s'agissait de réunions confidentielles avec de futurs partenaires passifs. Un membre du conseil exigea des noms. Elle répondit qu'elle était tenue par des accords de confidentialité. C'est alors que les doubles portes s'ouvrirent. Gabriel Shaw entra, flanqué de 2 auditeurs d'Ellison Capital. Damien comprit aussitôt que la crise n'était plus un simple problème conjugal privé. Gabriel ne mentionna pas Tori en s'asseyant. Il se présenta uniquement comme le représentant légal de la société de portefeuille qui garantissait la structure principale de la dette de Crowe Holdings, et demanda un accès immédiat au contrat d'origine. Damien s'emporta, demandant pourquoi une entreprise liée à Arthur Ellison s'ingérait soudain dans une société qu'il avait bâtie de toutes pièces. Gabriel le fixa pendant plusieurs secondes et demanda que l'accord de financement vieux de 6 ans soit projeté sur l'écran. Un réseau complexe de sociétés écrans, de clauses de garantie et d'engagement que Damien se rappelait à peine apparu sur le moniteur. Il avait signé cette pile de papier pendant la semaine la plus sombre de sa carrière, des ouvriers non payés, un gratte-ciel à moitié fini, toutes les banques de la ville fermées pour lui.
À l'époque, il avait cru qu'une société d'investissement internationale avait reconnu son talent. Gabriel désigna la section définissant le bénéficiaire effectif de la garantie. Dissimulé sous la structure fiduciaire figurait un nom complet que Damian n'avait jamais pris la peine de lire attentivement, Victoria Isabel Ellison. La salle du conseil fit silence. Même Sienna perdit le contrôle de son expression pendant une fraction de seconde. Damian se leva, accusant Gabriel d'avoir falsifié les documents. L'avocat répondit calmement que les contrats portaient des sceaux d'État et pouvaient être vérifiés par n'importe quel juge fédéral en quelques heures. Il expliqua que Tori avait utilisé une part importante de l'héritage de sa défunte mère pour garantir le financement, mais avait insisté pour que Damian ne sache jamais que c'était elle qui le sauvait. Elle n'avait pas voulu que son mari ait l'impression de devoir tout son empire au nom des Ellison. Elle avait également demandé à Arthur de rester totalement en dehors de la gestion de l'entreprise et n'avait jamais utilisé ce levier financier pour s'immiscer dans leur mariage. Damian se souvint soudain d'une nuit, 6 ans plus tôt. Il était rentré dans leur petit appartement, certain d'être sur le point de tout perdre. Tori l'avait serré dans ses bras à même le sol et lui avait promis qu'il trouverait une solution. 2 jours plus tard, la ligne de crédit massive était approuvée. Il avait pris ce miracle comme la preuve de son propre génie. Il ne s'était jamais demandé pourquoi Tori semblait si fatiguée, ni pourquoi elle était allée voir discrètement son père après des mois de silence. Un membre du conseil d'administration demanda si Ellison Capital avait le droit de saisir l'entreprise. Gabriel précisa qu'il ne tentait pas une prise de contrôle hostile. Les accords de garantie contenaient des clauses de surveillance strictes qui s'activaient en cas de fraude, de dissimulation d'actifs, de détournement personnel de fonds d'entreprise ou de toute action délibérée mettant en péril le bien-être financier de la bénéficiaire. Les paiements liés à Sienna justifiaient pleinement un audit approfondi. Damian demanda si Tori était à l'origine de cette offensive. Gabriel répondit qu'elle leur avait explicitement demandé de protéger les employés ordinaires et d'éviter des dommages inutiles à l'activité elle-même. Cette réponse le blessa plus profondément que n'importe quelle menace, car elle prouvait que Tori pensait encore à des personnes dont elle ignorait les noms, alors que son premier réflexe à lui avait été de protéger sa propre image. Sienna prit la parole, la voix d'un calme déconcertant, affirmant que chaque facture avait été autorisée. Le conseil d'administration fixa Damian. Il ne nia pas les emails. Il admit faiblement qu'il avait cru pouvoir séparer sa vie privée de ses responsabilités professionnelles. Les paroles antérieures de Tori, transmises par Gabriel, s'imposèrent dans la pièce, il n'y avait jamais eu de cloison étanche. Chaque mensonge à la maison avait été financé par le travail des employés de l'entreprise. Gabriel projeta ensuite le projet d'un document de mise sous tutelle que Margaret Crowe et Sienna avaient préparé. Le texte aurait dépouillé Tori de ses droits de vote, transféré la tutelle temporaire à Damian et accordé à la famille Crowe un pouvoir unilatéral sur la fiducie de l'enfant. Margaret tenta de faire valoir que ce projet n'avait jamais été notarié. Gabriel répondit que l'intention seule suffisait. Avant la levée de la séance, des agents de la division des délits financiers du FBI entrèrent dans la pièce. Des mandats visaient des faits de fraude électronique, de falsification d'autorisation numérique et de destruction de documents d'entreprise. Ils saisirent les appareils de Sienna et l'informèrent qu'elle était placée en garde à vue pour être interrogée. Elle se retourna contre Damian et Margaret dans un même élan, criant que c'était lui qui avait dépensé l'argent et que Margaret lui avait promis une place de choix à la table si elle réussissait à écarter Tori. Aucune des deux femmes ne ressemblait plus à une stratège, elles paraissaient prises au piège. Le conseil vota à l'unanimité la suspension de Damian de ses fonctions de PDG dans l'attente de l'enquête fédérale. Ses badges d'accès furent révoqués, ses comptes de dirigeants bloqués, et un comité de restructuration indépendant fut placé sous la surveillance d'Ellison Capital. Damian accepta la décision en silence. Après avoir vu Tori sur un moniteur d'hôpital, la perte d'un titre lui semblait secondaire. Il demanda à parler à sa femme. Tori accepta, mais uniquement en présence de Gabriel sur le canal vidéo. Lorsque la pièce se vida, Damian se tint devant la caméra et demanda des nouvelles du bébé. Tori lui dit que leur fille avait survécu à la nuit, bien qu'elle restât sous respirateur artificiel et dû séjourner en service de réanimation néonatale pendant des mois. Damian se couvrit le visage et s'effondra. Il dit qu'il voulait seulement la voir. Tori répondit que vouloir ne suffisait pas. Il ne passerait pas la sécurité de l'hôpital sans un tuteur désigné par le tribunal et l'ordonnance d'un juge. Il supplia qu'on lui pardonne de ne pas avoir été présent dans la salle d'opération. Elle lui rappela que son absence n'avait pas commencé ce soir-là.
Elle avait commencé la première fois qu'il avait balayé ses intuitions comme de simples réactions excessives. Et chaque fois qu'il avait laissé d'autres personnes la traiter comme quantité négligeable par la suite. Il demanda s'il restait une chance de sauver leur famille. Tori le regarda longuement et dit qu'elle ignorait si elle lui pardonnerait un jour, mais qu'elle savait avec certitude qu'elle ne retournerait pas auprès de lui. Il tenta de lui rappeler les bonnes années. Elle convint que ces années avaient existé, et que c'était précisément pour cela qu'elle avait mis si longtemps à partir, elle avait confondu le souvenir avec l'obligation. Sienna a construit un mensonge, dit Tori, mais c'est toi qui as choisi d'y vivre. Après la fin de la transmission, Margaret l'intercepta devant la salle du conseil. Elle s'agrippa à sa veste et le supplia de ne pas laisser les Ellison tout prendre. Damien regarda sa mère avec une lucidité lasse et lui dit qu'Aurora n'était pas un actif de l'entreprise, et que Tori n'était pas un bien immobilier qu'ils avaient omis d'assurer. Il lui ordonna de quitter le Penthouse avant l'arrivée des avocats de Tori. Margaret partit sans un mot de plus. Avant que son ascenseur n'atteigne le hall, une notification l'informa qu'elle avait été démise de ses fonctions au sein de la fondation familiale et que ses comptes personnels étaient bloqués en attente d'audit. Tori subit une césarienne d'urgence cette même nuit. Aurora Crowe vint au monde pesant à peine 1,4 kg, mais bien décidée à se battre. Pendant les premières heures, le seul son dans l'unité de soins intensifs était le bourdonnement régulier du respirateur. Tori, encore affaiblie par l'opération, insista pour qu'on la transporte devant la vitre. Elle posa sa main contre la couveuse et fit une promesse silencieuse, elle n'apprendrait jamais à sa fille à tolérer la maltraitance pour préserver l'apparence d'une famille unie. 3 semaines plus tard, la demande de divorce fut formellement signifiée. Damien ne contesta pas les conditions principales. Il renonça à toute prétention sur les biens propres de Tori, accepta des visites surveillées et consentit à un examen comptable de chaque conjoint. Le jugement définitif mentionna l'abandon, l'infidélité et le manquement à l'obligation fiduciaire. Lorsque Gabriel remit à Tori les documents tamponnés, elle ne célébra pas l'événement. Elle les plia et les plaça dans un coffre-fort à côté du bracelet d'identification d'Aurora et de la photo de la première échographie, les vestiges d'une vie à laquelle elle avait survécu, et d'une nouvelle qu'elle était en train de construire. Elle reçut également un petit carton récupéré au Penthouse. À l'intérieur se trouvaient ses anciens journaux intimes, ses échographies et l'alliance en platine qu'elle avait laissée sur la barrière du lit d'hôpital. Damien l'avait gardée jusqu'à ce que ses avocats le contraignent à la restituer. Tori fit tourner l'alliance entre ses doigts. L'angoisse de cette nuit-là s'était dissipée. Seul demeurait un deuil lourd et tranquille pour la femme qu'elle avait été. Elle apporta la bague chez un bijoutier de la Gold Coast, fit fondre le platine et le fit transformer en un petit pendentif en forme d'étoile pour Aurora. Au verso, elle fit graver une unique date, la nuit où elle avait signé les documents de transfert et choisi de vivre. Elle refusait que sa fille hérite du symbole d'une cage. Elle voulait qu'elle porte la preuve que même la pire des nuits pouvait être transformée en quelque chose de durable. Dans les mois qui suivirent, Tori fonda la fondation Aurora Ellison. Son but était précis, une intervention médicale rapide, un soutien juridique d'urgence et un hébergement sûr pour les femmes enceintes prises au piège d'un contrôle financier ou domestique. Arthur fournit la dotation initiale, mais Tori rédigea des statuts garantissant l'indépendance du conseil d'administration et la transparence des finances. Elle ne construisait pas un projet de prestige pour blanchir le nom de sa famille, elle bâtissait une issue de secours dont elle-même avait eu besoin et qu'elle avait failli ne pas trouver. La doctoresse Elena Brox devint la directrice médicale de la fondation. Gabriel recruta un réseau d'avocats spécialisés en droit de la famille prêts à intervenir en urgence. Le premier refuge ouvrit à quelques rues de l'hôpital où Tori avait failli tout perdre. Lorsque les journalistes l'interrogèrent sur son divorce, elle refusa de s'étendre. Les premières bénéficiaires arrivèrent en quelques jours, une serveuse expulsée de son appartement, une adolescente sans papier, une mère dont le mari avait confisqué le passeport et les cartes bancaires. Tori parcourait les couloirs avec Aurora contre sa poitrine, écoutant plus qu'elle ne parlait. Elle savait que ses ressources avaient ouvert des portes, mais que la dignité consistait à remettre les clés à d'autres femmes et à les laisser décider elles-mêmes du moment de franchir le pas. Damien suivit une thérapie ordonnée par le tribunal et ne manqua jamais une visite surveillée. Au début, il parlait trop de sa propre culpabilité, comme si mettre en scène son remords pouvait accélérer le pardon. Le psychologue du tribunal y mit un terme, l'autopunition restait une forme d'égocentrisme. Il devait se concentrer sur le taux d'oxygène d'Aurora, et non sur l'opinion que Tori avait de lui. Peu à peu, il apprit à arriver en avance, à demander l'autorisation avant de toucher le bébé,
à partir lorsque l'infirmière annonçait la fin de la séance. Quand Aurora eut une poussée de fièvre, il appela Gabriel, proposa de prendre en charge un pédiatre privé et attendit les informations au lieu d'exiger d'entrer. Des mois plus tard, le juge assouplit les restrictions, autorisant de courtes sorties publiques. Damian comprit qu'il ne récupérerait jamais sa femme. On lui offrait simplement la chance, jour après jour, de devenir un père en qui sa fille pourrait un jour avoir confiance. Pour Margaret, le processus fut plus long. La haute société de Chicago lui ferma ses portes. La fondation qui avait autrefois poli son nom l'écarta. Elle passa une année dans une maison vide à rejeter la faute sur les autres, jusqu'à ce que l'isolement et le silence de son fils la forcent à se remettre en question. Elle entama un traitement. Tori ne lui ouvrit pas la porte pour autant, un deuil et un regret tardif n'achetaient pas l'accès à un enfant. Après plus d'1 an, et uniquement sous des conditions strictes, Margaret fut autorisée à passer un après-midi surveillé dans un parc public, à la règle expresse que le mot « héritage » ne sorte jamais de sa bouche en présence d'Aurora. Sienna purgea sa peine après avoir cédé ses actifs et coopéré avec les enquêteurs. Avant d'être incarcérée, elle envoya une lettre à Tori, tentant de se faire passer pour une autre victime de la gravité de Damian. Tori la lut une fois. Comprendre l'origine des failles d'une personne n'effaçait pas les dommages qu'elle avait causés. Gabriel envoya une réponse d'une seule ligne, « Comprendre la source de vos actes ne vous absout pas du préjudice qu'ils ont provoqué. » Puis l'adresse fut bloquée. 1 an jour pour jour après la nuit passée dans la salle d'urgence numéro 7, Tori retourna à l'hôpital du centre-ville pour ouvrir une clinique juridique au rez-de-chaussée sous le nom de la fondation. Après le départ de la presse, la doctoresse Brox l'accompagna jusqu'à la salle d'urgence vide. La pièce semblait plus petite que dans ses souvenirs. Les mêmes lumières bourdonnaient. Les mêmes barrières métalliques brillaient. Tori se tenait au centre, tenant dans ses bras Aurora, devenue une petite fille robuste qui examinait le matériel d'un œil sérieux. Elle n'avait pas besoin de retour en arrière, son corps se souvenait encore de l'odeur du sang et du bruit de la porte se refermant derrière Damian. Mais en regardant le lit, elle ne voyait plus une femme abandonnée, elle voyait une femme qui avait trouvé une carte de visite, passé un appel et signé un papier qui avait changé la fin de l'histoire. Damian arriva plus tard pour chercher Aurora pour ses heures de garde du samedi. C'était la première fois qu'ils se tenaient ensemble dans ce bâtiment depuis la nuit où tout s'était brisé. Ils se rencontrèrent près des portes tournantes qu'il avait franchies autrefois pour répondre à l'appel de Sienna. Il regarda sa fille en bonne santé, puis Tori, et admit que pendant des mois, il avait cru que la perte de son entreprise était sa punition. Il comprenait à présent que le coup le plus profond était de se réveiller chaque jour en sachant qu'on lui avait donné la chance de les protéger, et qu'il avait choisi de s'en aller à la place. Tori lui dit qu'elle n'avait pas besoin qu'il passe le reste de sa vie dans le regret. Elle avait besoin qu'il se serve du poids de ce qu'il avait fait pour s'assurer de ne plus jamais abandonner personne qui ait besoin de lui. Il lui demanda pourquoi elle ne lui avait jamais dit qu'elle était derrière le financement d'origine. Elle répondit qu'elle avait voulu être aimée comme une partenaire, et non valorisée comme un filet de sécurité. Lorsque la vérité avait fini par faire surface, elle n'avait fait que confirmer ce dont il était capable lorsqu'il la croyait sans défense. Il lui demanda doucement s'il l'avait un jour réellement aimée. Elle répondit que oui, et que c'était précisément pour cela que la trahison l'avait blessée si profondément. L'amour ne figeait pas une personne dans ses meilleurs moments. Il avait changé, elle aussi. La version d'elle-même qui confondait la loyauté avec l'effacement de soi avait disparu. Il hocha la tête, prit le sac d'Aurora et promit de la ramener à 5 heures précises. Il n'ajouta rien de plus. Tori les regarda s'éloigner sur le trottoir sans ressentir d'angoisse. Elle disposait d'ordonnances judiciaires, de limites claires et d'un historique de ses schémas de comportement qu'elle pouvait désormais gérer. Lui accorder un accès limité ne signifiait pas croire à sa plus belle version de lui-même, cela signifiait garder les yeux ouverts et décider de la longueur de la corde qu'il était autorisé à tenir. Ce soir-là, elle plaça le petit pendentif en forme d'étoile de platine dans un écrin de velours à côté d'une lettre qu'Aurora ouvrirait le jour de ses 18 ans. Dans cette lettre, elle ne peignait pas Damian en méchant de caricature ni elle-même en survivante irréprochable. Elle écrivait que les êtres humains sont complexes, ils peuvent vous aimer, vous blesser, le regretter, et n'avoir jamais pour autant le droit de revenir. Le pardon est personnel, l'accès à votre vie est un privilège qui peut être révoqué. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Toute relation qui exige que vous vous effaciez pour que l'autre se sente important n'est pas de l'amour, c'est de la captivité. Elle rangea le coffret sur une étagère élevée. Elle n'élèverait pas sa fille dans la peur de l'obscurité,
elle l'élèverait avec la capacité d'y voir clair. Au cours des années suivantes, la Fondation Aurora Ellison ouvrit des centres dans 3 autres villes. Des milliers de femmes trouvèrent des issues de secours qui ne leur imposaient pas de prouver d'abord qu'elles étaient des victimes parfaites. Tori dirigeait le travail avec précision et veillait à ce que son visage n'apparaisse pas dans les pages mondaines. Arthur devint un grand-père patient, plus intéressé par la construction de tours de cubes que par les ordres à donner. Damian ne retrouva jamais de bureau d'angle, il accepta un rôle de conseiller discret et consacra la majeure partie de ses revenus aux réparations financières. Sa relation avec Aurora se développa dans des limites fermes, des week-ends surveillés qui finirent par devenir des nuitées, toujours ancrées dans l'honnêteté plutôt que dans une histoire réécrite. Margaret obtint des visites limitées pour les fêtes après un changement durable, et uniquement parce qu'elle apprit à cesser de parler d'héritage en présence de l'enfant. Sienna purgea sa peine et disparut sous un autre nom dans une autre ville. Personne ne reçut une fin de film idéale, chacun vécut simplement avec les conséquences des choix qu'il avait faits. La vérité ne détruisit pas leur vie, elle cessa seulement de financer les mensonges qui les rongeaient. Par une claire matinée de mai, Tori se promenait avec Aurora dans les jardins de la fondation pendant que des femmes attendaient d'être reçues à l'intérieur. Aurora, désormais en CP, portait l'étoile de platine contre sa clavicule. Elle s'arrêta et demanda pourquoi une date était gravée au verso. Tori s'accroupit à sa hauteur et lui dit que c'était le jour où toutes les deux avaient commencé une autre histoire. Aurora demanda si cela avait été un jour triste. Tori sourit, le plus triste qui soit. Parfois, les journées les plus courageuses commencent par être les plus tristes, dit-elle. Aurora courut vers Arthur, qui l'attendait près d'un banc avec une boîte de beignets. Tori resta seule un moment dans la lumière spring printanière à les regarder. Pendant des années, elle avait craint que revenir vers son père signifie admettre sa défaite. Elle comprenait à présent que s'installer dans une forteresse pouvait être le premier mouvement d'une plus longue campagne. La véritable victoire n'était pas seulement d'avoir survécu à la nuit où elle avait failli tout perdre, c'était de bâtir une vie dans laquelle elle n'avait plus jamais à s'excuser pour son nom, à masquer son intelligence ou à supplier pour obtenir une place à sa propre table. Elle avait aimé passionnément. Elle avait choisi la mauvaise personne. Elle avait saigné sur le sol d'un hôpital, puis elle avait détaché ses harnais et s'était mise en marche. Tout l'argent du monde n'avait pas empêché Damian de l'abandonner dans cette salle d'urgence, et il ne pouvait lui rendre les heures passées dans la terreur de voir son enfant mourir. Ce qui avait réellement changé la fin de l'histoire, c'était le moment où elle avait compris que la dignité n'est pas une monnaie que l'on dépense pour préserver un certificat de mariage, et que la véritable protection n'exige jamais votre silence en retour. Damian avait perdu la seule personne qui s'était jamais réellement tenue à ses côtés parce qu'il avait confondu sa patience avec de la dépendance. Sienna avait détruit son propre avenir, persuadée qu'écarter une autre femme la rendrait irremplaçable. Tori était sortie du feu en tenant la seule chose qu'aucun solde bancaire ne pouvait acheter, le pouvoir clair et tranquille de décider de qui elle était, de qui était autorisé à l'approcher, et de quel genre d'amour elle accepterait à nouveau de recevoir. S'en aller n'est pas toujours un abandon.